faut assurer la relève. Nos équipes interviennent régulièrement auprès des plus jeunes, dans les écoles primaires ou lors de la fête de la science. Et à notre grande surprise, les élèves sont toujours très enthousiastes et nous submergent de questions. Aujourd'hui, après 2 ans de travaux, nous vous proposons de vivre avec les professeurs et les élèves du lycée Hélène Boucher un moment passionnant avec le spationaute Thomas Pesquet, actuellement à bord de la station spatiale ISS. Cette expérience sera pour nous le point de départ d'une nouvelle aventure. En effet, la conquête de l'espace est lancée. La Lune, Mars, les astéroïdes. Et nous, les radioamateurs, nous nous préparons maintenant à accompagner les aventuriers de l'espace. Voilà, donc cette journée, ce contact qui va durer 10 minutes, c'est le fruit de 2 ans de travail, comme je disais tout à l'heure. On a modifié beaucoup de matériel, on a acheté beaucoup de matériel, et ce matériel, il ne sera pas perdu. Comme je le dis dans la vidéo, la conquête spatiale est lancée. Je pense que d'ici une quinzaine d'années, on commencera à avoir des bases lunaires, voire peut-être des gens qui vont partir sur la planète Mars. Moi, quand j'ai commencé la radio, j'avais à peu près 16 ans, ma passion c'était de contacter les bases scientifiques de l'Antarctique. Mais les gens à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, il y a le téléphone satellitaire, il y a tout un tas de dispositifs qui permettaient aux gens isolés, de communiquer assez facilement. Mais à l'époque, c'était pas le cas. On n'avait pas de téléphone à la maison. Et grâce à la radio, je contactais des navires, je contactais des bases scientifiques, je contactais des missions, des missions de... Donc c'était des personnes qui s'occupaient en Afrique notamment d'aider la population à se développer. Je peux laisser, et tout ça, moi ça me passionnait. Et je pense qu'on arrive maintenant à peu près dans la même époque où on quitte la Terre. Vous allez avoir des gens, notamment comme Thomas Pesquet ou d'autres, qui vont partir dans des vaisseaux spatiaux, puis ils vont s'ennuyer parce que aller sur Mars, c'est 6 mois de voyage. Alors je pense que nous, on communiquera avec. On va leur parler. C'est notre hobby qui nous permet donc de contacter ces gens, tous ces gens qui vont partir à l'aventure, à la conquête spatiale, parce que cette conquête spatiale est à notre porte. Moi, je compare ça il y a à peu près 500-600 ans. Avant, les bateaux, ils longeaient les côtes, parce qu'il n'y avait pas les boussoles, il n'y avait pas tous les moyens de repérage que l'on a actuellement. Et puis vous avez des aventuriers qui partaient à la découverte, à la recherche de nouveaux continents, Magellan, et puis d'autres. Et je crois qu'on est à peu près à la même époque. Transposé sur le monde moderne, on est à peu près à la même époque. Donc voilà ce que je voulais ajouter à cette vidéo. Je disais tout à l'heure, on est 16 000 en France. Pour être radioamateur en France, il faut avoir l'âge de 13 ans. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, notamment en URSS et aux États-Unis, d'autres pays aussi, mais je ne les ai pas en tête, où on favorise ce hobby. Donc vous avez des jeunes qui sont opérateurs radio, on les appelle les novices. Je crois que c'est à partir de l'âge de 7-8 ans, où ces novices ils ont des fréquences particulières, on les connaît. En télégraphie, ils trafiquent à une vitesse lente parce que c'est des débutants. Et ces jeunes communiquent entre eux dans le monde entier. Alors on est 3 millions dans le monde entier, radio-amateurs. Ce sont des gens qui échappent aux réseaux commerciaux. Vous avez des téléphones portables, vous écoutez RFM sur votre autoradio, etc., etc. Et nous, on a des fréquences particulières qui nous permettent de communiquer avec le monde entier, mais vous n'y avez pas accès. Vous n'avez pas accès parce qu'il faut avoir le savoir, il faut avoir les autorisations des autorités. Donc,
c'est une chose que vous ne savez pas, que chez moi, quand j'ai envie de discuter avec un Canadien, je me mets par exemple sur le réseau des stars, je me mets sur le réseau canadien et j'ai des correspondants et puis on discute. Alors ça peut être des conversations brèves ou ça peut être des conversations. Je me souviens, une fois j'ai discuté avec un jeune Américain qui connaissait la France. Il avait même été à Dijon et puis pendant 1 heure on a parlé de la France. Il m'a parlé des États-Unis, il m'a parlé de la moutarde de Dijon qui lui est restée. Voilà. Donc on est assez libre de parler sur ces réseaux. Bien sûr, en prenant toutes les précautions avec certaines personnes. Il y a des conversations qu'il ne faut surtout pas aborder, notamment les événements actuels. Et voilà, en gros, c'est ça. Il faut rester correct, poli, mais on arrive à faire des conversations très soutenues. Il y en a qui jouent aux échecs à distance. Tous les jours, ils se donnent rendez-vous. Voilà, tu avances ton pion dans telle case. Et le lendemain, paf, toi, voilà. Tout existe chez les radios amateurs. Voilà. Eh bien, je disais tout à l'heure qu'il y a des enfants qui communiquent entre eux par radio. Eh bien, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est Katia. À l'époque, elle était toute jeune. Elle avait une dizaine d'années. Maintenant, elle est un peu plus grande. Je crois qu'on voit sa photo à la fin de la vidéo. Qui va faire. Alors, j'ai fait des coupures parce que c'est très long. Je crois que pendant une vingtaine de minutes, elle est en conversation avec 2 stations différentes, une en télégraphie et une en phonie. Donc, on va vous présenter Katia. Ah non, j'ai quitté. Merde. De bas, ça va. C'est quoi? Il met des conneries. Alors là, c'est un échange d'indicatifs. Elle donne son indicatif et son correspondant donne le sien. Ah d'accord. Là, elle lui donne des indications techniques, notamment la forme de ses signaux, et puis là où elle habite. J'ai fait un truc dans le chat. Comment je peux rappeler? Je m'appelle Gaëtan. Oscar November 6, Mike, Defeat Radio Zulu 9, Uniform Mike, Alpha. On va le mélanger avec quelque chose qui est assez corrosif, qui tâche. C'est du permanganate de potassium. Là, il y a 15 ml de permanganate et 5 ml d'alcool. Vous allez mettre tout de suite. Vous ouvrez les bouchons et vous mettez dans le ballon. Allez-y. Mike Dave, Settlement Cast, Kilo Alpha Zulu, Southwest Siberia. How did the property microphone get to you all? L'heure, c'est pas important. Good copy to you, 580, Katia. Thank you for the nice contact and good weather in Belgium, full blue sky, and the coffee at 10 degrees Celsius. And very good this week. Voilà, vous allez prendre quelques grains de pierrefonds, ça, au milieu, avec la main, et vous mettez dedans. Le pierrefonds, vous allez mélanger après. Oscar November 6, Mike, Defeat Radio Zulu 9, Uniform Mike, Alpha. Roger, Mike, yourself at 100%. I hope to meet you again. I wish you luck in the next
Oui, bye bye. Ah, mais c'est que le reste des courses à l'intérieur, c'est bon. Ça rappelle des mauvaises cuites. Voilà, donc une petite fille de 10 ans. Avec un petit gramme. Oh, t'es pas doué. Ah, je me suis trompée de main, ça arrive. Bon, on va chercher la glace. Alors les radioamateurs, C'est bon, si t'es pas en content, tu télégraphie, avec quelle station elle était en Attends. liaison? En télégraphie, en liaison avec une station soviétique. Donc, près de Moscou, elle est en Sibérie. Réponse. Et en phonie, est-ce qu'il y en a qui ont eu l'oreille assez fine? Parce que c'est pas évident, hein, parler anglais avec l'accent. En vrai, je me demande si je refais une mémoire pour tout prendre. Voilà, un bécher avec un c'est dans le bécher. Belgique. Ouais, donc dans le bécher, il faut mettre les glaçons. Donc ramenez, bien, vous prenez les glaçons ici, voilà. Prenez dans le bécher. Dans le bécher. Ouais, prends le bécher. Prenez le bécher, voilà. 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 J'avais une prof de Donc musique, il elle faut s'appelait quand même Madame avoir Becker. une oreille entraînée quelquefois pour faire le contact avec l'accent. Et à force de s'habituer. Et on arrive donc à tenir, comme je disais tout à l'heure, des conversations. Ah non, vous avez plein de glaçons, hein. Vous en avez une demi-heure. Donc, j'ai voulu montrer le côté intéressant de ce contact. Alors, je disais tout à l'heure, on ne verra pas Thomas Pesquet en direct, mais c'est pas grave, vous allez le voir dans à peu près un quart d'heure. C'est une conférence qu'il a donnée en 2012 à Paris. Et lors de cette, j'ai trouvé ça très très intéressant, surtout pour les jeunes. Alors écoutez bien la jeunesse, les plus anciens bien sûr, parce que là il va vous parler de sa passion, la conquête spatiale, et d'une façon, à mon avis, très très pédagogique. Voilà, merci de mettre ta montage sur 6 et on chauffe dans 20 minutes. Non, mais il y en a assez. T'es pas obligé d'en Bonsoir. mettre autant. Alors, je ne commence pas une question. Quand vous êtes tranquillement, confortablement installé dans le siège de l'Olympia, est-ce que vous savez combien il y a de personnes dans l'espace en ce moment même? Est-ce qu'il y en a déjà des gens dans l'espace en ce moment? Eh ben oui, il y en a de manière ininterrompue depuis 2001. Et en ce moment, eh ben, il y en a 3. Ils tournent à 28 km/h au-dessus de nos têtes. Alors 28 km/h, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en 12 minutes, c'est le temps qu'on va avoir le plaisir de Non, mais passer je le mets ensemble, le temps comme qu'il ça, faut c'est bon. pour faire les stations. Bah, eux, C'est ils vont faire 6000 c'est km, bon, 6. c'est à distance Paris-New York, dans une station spatiale. On pense que c'est quand même complètement de la science-fiction. Mais moi, ce dont je vais essayer de vous convaincre ce soir, c'est que dans le domaine de l'exploration spatiale, il faut croire à la science-fiction. Ah, Moi, j'y crois depuis tout petit. Ça m'a aidé à me dépasser, ça m'a permis de réaliser des choses qui Ah, paraissaient il est là, complètement Thomas Pesquet. Ok, c'est bon, c'est parti. Ok, on reste à ça 20 minutes. Alors, non, prends donc l'autre TP, l'autre Donc, rappelez-vous, quand vous étiez petit aussi, un vous quart d'heure lisiez de Tintin. théorie, Objectif, vous disiez pas Tintin. Objectif Lune, c'est 1954. À cette époque, il n'y a pas encore de technologie qui permette d'envisager le vol lunaire. Et pourtant, 15 ans après, c'est les missions Apollo qui se posent sur la Lune avec le succès qu'on sait, avec un nombre de similitudes incroyables avec la BD d'Hergé. Alors sans remonter à Jules Verne, qui avait pourtant déjà tout bon en 1865 quand il imaginait un voyage de la Terre à la Lune, si je vous montre ça, ça a l'air de venir d'une mauvaise série B quelconque des années 80, on est d'accord. Et bien pourtant, ça se passe en ce moment même, dans l'espace, où ce robot humanoïde, il a été envoyé par la NASA pour aider les astronautes à réaliser les tâches répétitives ou dangereuses. Donc il faut croire à la science-fiction et au progrès technique dans l'exploration spatiale. Alors, qu'est-ce qu'ils font nos 3 astronautes dans l'espace en ce moment? Eh ben, ils sont membres d'équipage de l'ISS. L'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale. Alors, autant le dire tout de suite, c'est l'objet le plus complexe qui ait jamais été réalisé de main de l'homme. C'est grand comme un terrain de football. 115 mètres sur 74 mètres, 30 mètres de haut. Ça a le volume intérieur d'un Boeing 747, c'est 2500 mètres carrés de panneaux solaires. C'est entre 10 et 15 modules, ça dépend comment on compte, pour 10 ou 20 tonnes assemblées dans l'environnement le plus hostile qu'on puisse imaginer. Un vide total, sans oxygène, des températures extrêmes de moins 100 à plus 150 degrés en surface, l'exposition au rayonnement solaire sans la protection de l'atmosphère, bref. À côté de ça, le sable... OH. Voilà. Si vous avez OH, c'est un alcool. Le pôle Nord ou la fosse des Mariannes, c'est de la rigolade. Donc, c'est bien joli cette prouesse technique, mais à quoi
quoi ça sert? Eh ben, l'ISS, c'est un laboratoire scientifique d'abord, de pointe. En physique des fluides, de la physique des matériaux, de la biologie, etc. Alors on peut pas citer ici tous les résultats. Faut que tu ailles sur le site de Harris. Normalement, il y a le lien dessus. Harris? Oui. Genre le pain? Non. Ah d'accord, est-ce quoi Harris? Dans l'ISS, ils préparent aussi la suite des vols d'exploration, le futur. Et la suite, c'est quoi? Ben, c'est des vols de plus en plus lointains. Il faut bien voir que depuis les missions Apollo des années 60, on n'a pas dépassé la proche banlieue terrestre. Et encore, eux, ils l'ont dépassé une demi-douzaine de fois pour aller sur la Lune à 400 000 km de distance. C'est quand même pas grand-chose. La mission Mars, c'est entre 50 et 400 millions de kilomètres en fonction de la configuration des planètes. Alors, si on essaie de se représenter un petit peu ça, imaginons qu'après la conférence, vous avez envie d'aller faire un petit week-end à Dieppe, en Normandie. Ce que je vous recommande, parce que c'est ma ville d'origine, et il y a une très belle plage de galets, et l'eau est à 13 tout l'été, c'est idéal pour se baigner. Donc si on imagine que la distance entre l'Olympia et la place du Puy-Salé à Dieppe, c'est la distance Terre-Mars, ça fait 191 km cette distance jusqu'à Dieppe. Et bien à votre avis, l'orbite basse terrestre, où on s'est cantonné depuis 40 ans, elle est à peu près à quelle distance de l'Olympia? Difficile à dire, hein. Et ben elle est à 20 cm du pas de la porte. Ah ouais, donc c'est vraiment un petit pas pour l'homme, hein, sans mauvais jeu de mots. Et il reste beaucoup d'exploration à faire dans le spatial. Et ben ça tombe bien parce qu'on a prévu de le faire. Alors cette slide, rassurez-vous, c'est pas du tout ma tentative personnelle de faire la slide la plus incompréhensible et la plus moche de l'histoire de TED, mais c'est un vrai document de travail des agences spatiales internationales dont vous avez tous les logos en haut à droite. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est vachement simple, je vous explique. Elle veut dire, vous voyez le temps en haut, espèce de bandeau, ça veut dire que jusqu'un 2020, on va continuer à faire des missions de longue durée dans l'ISS, on va préparer les technologies du futur, ça se passe en haut à gauche sur la slide. Ça veut dire que vers 2025, à peu près, ça se passe dans le carré du milieu, on va avoir la première mission habitée vers un astéroïde. Alors les astéroïdes, ils ont un intérêt scientifique, ils pourraient aussi un jour devenir un danger pour la Terre. Et ça non plus, malheureusement, c'est pas de la science-fiction. Dans la deuxième moitié de la décennie 2030, et ça se passe tout à droite sur la slide avec cette planète orange qui peut être reconnue, on va avoir la première mission habitée vers Mars. Mars, c'est le but ultime de la conquête spatiale, de l'exploration spatiale, on devrait plutôt dire. Mais pourquoi exactement? Eh ben de tous les lieux, de tous les objets qu'on a visités, qu'on a observés dans le cosmos, c'est le seul qui a présenté à une histoire de sa vie, une planète, on va dire, les conditions favorables à la vie telle qu'on la connaît. Et ça, on en est sûr. C'est une planète qui est relativement proche de la Terre, avec une gravité et une température raisonnable. La température, c'est de moins 80 à plus 10 degrés. Et encore aujourd'hui, elle abrite peut-être la vie sous forme, évidemment, plutôt de bactéries ou de micro-organismes dans des zones souterraines proches de la surface. Alors il faut bien comprendre que chercher et étudier la vie sur Mars, ça peut nous permettre de répondre à des questions un peu fondamentales du type d'où venons-nous en tant qu'espèce? Qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Comment la vie apparaît et surtout, pourquoi elle disparaît? Est-ce que la vie humaine est possible ailleurs que sur la Terre et dans quelles conditions? Alors évidemment, il faut envoyer des rovers, des sondes automatiques et ces petits robots à roulettes sur Mars en tant qu'éclaireurs. Mais l'exploration, c'est avant tout une aventure humaine. On ne peut pas, en ce moment, avec l'état actuel de la technique, remplacer la prise de décision et l'adaptabilité de l'homme dans une mission spatiale. Les astronautes de la mission Apollo 17, 1972, en 3 jours, ils ont exploré 36 km de la surface lunaire. Ils ont ramené 110 kg d'échantillons de roches qui ont été sélectionnés sur place pour leur intérêt scientifique par un astronaute géologue. La mission Curiosity, dont vous avez sans doute tous entendu parler, qui est une prouesse scientifique et technique, on est tous d'accord, mais pourtant, c'est 50 mètres d'autonomie par jour, c'est entre 5 et 20 km de déplacement en 2 heures, et c'est à peu près 70 échantillons de roches analysés sur la durée totale de la mission. Et puis il faut aussi envoyer des hommes dans l'espace, parce que les hommes, ils emmènent la civilisation avec eux. Alors vous me dites si je me trompe, mais c'est quand même pas la même chose de voir un homme marcher sur la Lune plutôt que d'y voir une sonde automatique. Surtout que l'homme, il va revenir et il va vous raconter son histoire et vous aurez tous l'impression d'y être allé avec lui. Alors quels sont les challenges, quels sont les problèmes qu'on va rencontrer, qui vont rencontrer nos 3 astronautes le jour où ils vont décider de mettre le cap sur Mars?
ben d'abord, c'est un voyage très très long. On parle de à peu près 910 jours en ce moment pour une mission aller-retour sur Mars. Et ça pose des problèmes de santé, ça pose des problèmes pour le système musculaire, pour le système osseux, pour le système cardiovasculaire. Et puis surtout, ça pose des problèmes psychologiques. C'est jamais arrivé encore de perdre la Terre de vue comme ça et puis de s'enfoncer dans le noir total de l'espace. On n'a pas fait encore. On ne sait pas ce qui se passera dans la tête des gens quand le seul paysage qu'ils auront dans leur hublot pendant des centaines de jours, c'est une espèce de vide complètement immobile. On ne sait pas encore le quantifier. On va aussi être soumis à des doses de rayonnement très importantes. Donc le rayonnement, on peut s'en protéger avec du blindage sur notre vaisseau spatial. Mais le blindage, c'est de la masse. Et la masse, c'est deux problèmes. C'est d'abord, il faut la lancer depuis la Terre, ça coûte cher en énergie, c'est pour ça qu'on a des lanceurs lourds, des grosses fusées. Et puis aussi, il faut la faire se poser sur Mars. Et ça, c'est un peu compliqué aussi. Alors imaginons qu'on a fait tous ensemble le voyage aller vers Mars, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Et puis là, on va se mettre en descente vers Mars. On attache les ceintures, on y va. Alors on arrive à peu près à 22 000 km/h. À cette vitesse, on va commencer à frotter sur les couches de l'atmosphère de Mars, qui n'est pas très dense, mais quand même. Notre bouclier thermique s'échauffe à peu près 1600 degrés, ça nous ralentit. Ça nous ralentit jusqu'à 1500 km/h. Donc c'est bien, c'est beaucoup mieux. Mais c'est encore beaucoup trop vite pour pouvoir se poser à la surface. Donc on n'a pas d'autre choix que sortir un parachute. Ce parachute, à une vitesse supersonique, il va nous provoquer un choc de 9G. 9G, c'est à peu près le maximum que peut encaisser un pilote de chasse entraîné dans son avion. Il nous ralentit jusqu'à 350 km/h. C'est bien, mais c'est encore trop vite. Donc pas d'autre solution, il faut finir avec des moteurs fusées. On descend comme ça jusqu'au sol, pas complètement jusqu'au sol malheureusement, parce que sinon ça soulèverait trop de poussière, l'atterrissage serait hasardeux, donc on est obligé d'élitreuiller la masse, la charge utile qu'on a envie de déposer sur la surface de Mars. Alors, ce scénario qui se passe à des millions de kilomètres de la Terre, il faut le rappeler, ça a l'air d'être de la science-fiction, on est tous d'accord, et bien pourtant vous l'avez tous vécu, vous l'avez peut-être vu à la télévision, c'était le 6 août dernier, c'est l'atterrissage du rover Curiosity sur la surface. Sauf que la différence, c'est qu'une mission habitée vers Mars, c'est pas exactement le même poids. Pour la vie sur place et ramener les astronautes, il faut qu'on pose à peu près 80 tonnes sur Mars, alors que le rover Curiosity, c'est 900 kilos. Donc on ne sait pas faire une mission vers Mars? Eh ben non, pour l'instant, on ne sait pas faire. Mais presque. Parce qu'on sent bien que toute la technologie converge petit à petit. Alors, alcool primaire, alcool secondaire, notamment la alcool propulsion. tertiaire. Si on arrive à voler beaucoup plus vite, on raccourcit la durée de la mission. Ouais. On est toujours soumis aux radiations, mais pendant un temps plus court, du coup pas besoin de blindage. On a besoin de moins de ravitaillement pour les astronautes également. Donc tout ça, en plus de préserver leur santé, notre santé, eh ben, ça résout le problème du lancement et de l'atterrissage. On sent bien que tout ça converge en ce moment. Et alors évidemment, moi, mon rêve, ce serait d'aller vers Mars un jour, plus partie aujourd'hui des quelques candidats au voyage. Mais même si je ne devais pas faire partie de l'équipage, ben, je vais vous faire une promesse. La plupart d'entre vous, enfin à moins les 85 qui ne verront pas 2030, verront de leur vivant une mission habitée vers Mars. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer si les astronautes professionnels désertent un peu l'orbite basse terrestre et puis s'enfoncent de plus en plus loin dans le cosmos? Eh ben, qui va continuer à tourner autour de la Terre? Eh ben, vous tous. Et ça, c'est de la science-fiction? Eh ben, même pas. Il n'y a jamais eu autant qu'en ce moment de projets de véhicules spatiaux, que ce soit pour faire du vol suborbital, que ce soit pour desservir la Station Spatiale Internationale. On a même des projets d'hôtels en orbite basse terrestre à base de modules gonflables. Alors, riez pas, cette technologie, elle existe. Elle a été testée l'année dernière par la NASA et ça marche. Donc, en 2030, plutôt qu'aller à Dieppe, vous pourriez passer un petit week-end en orbite basse terrestre dans une chambre au confort sans doute un peu spartiate, mais avec vue sur la Terre. Ouais. Donc il faut comprendre aussi que ce processus d'exploration, en fait, l'exploration spatiale, c'est juste la continuation de l'exploration terrestre. C'est la même chose que ce qu'on a toujours fait. On envoie d'abord des découvreurs un peu illuminés, ensuite des explorateurs, des colons, et puis finalement le grand public. Ça s'est toujours passé comme ça. C'est juste la continuation dans un milieu un peu plus difficile, c'est pour ça que ça prend longtemps, de l'exploration terrestre. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a appelé le laboratoire européen de la Station Spatiale Internationale Columbus comme Christophe Colomb, il n'y a pas de hasard. Donc, tout ça c'est très bien, mais j'entends des gens murmurer dans la salle que le spatial ça coûte cher, on ne peut pas se le permettre en ces temps de crise, etc. Alors vraiment ça coûte cher le spatial? Bah, écoutez, même s'il y a sans doute beaucoup de gens qui sont venus en Vélib ou qu'on leur passe Navigo,
il doit bien quand même s'en trouver certains qui achètent de temps en temps un petit métro à l'unité. Eh ben, pensez-y, la prochaine fois que vous le ferez, vous allez dépenser en 1000 fois l'équivalent de votre contribution annuelle pour les vols habités européens. Tout ce qui permet aux astronautes européens d'aller préparer le futur pour vous dans la Station Spatiale Internationale. Si jamais vous achetez un carnet de 10 tickets, alors là, c'est carrément toute l'agence spatiale européenne, avec les lanceurs, la fusée Ariane, les satellites de navigation, les satellites de météo, les satellites de télécommunication que vous utilisez tous les jours, que vous allez subventionner pour un an. Faut rappeler que le programme Apollo, en 10 ans, c'est 156 milliards de dollars à peu près, avec les retombées technologiques et sociétales aussi qu'on connaît. La guerre en Irak et en Afghanistan, malheureusement, elle a déjà coûté sur la même durée à peu près 1200 milliards de dollars aux contribuables américains. C'est d'ailleurs amusant de noter qu'une activité issue de la guerre froide, comme l'exploration spatiale, eh bien, aujourd'hui elle réunit des États, comme des États aussi différents que la Russie, les États-Unis, le Japon, l'Europe et demain la Chine, dans une coopération tellement forte qu'elle supprime toute possibilité d'antagonisme. Alors, puisqu'arrive l'heure de se quitter et qu'on parle de toutes ces nationalités qu'on fait le spatial, il est 19h16. Nos 3 astronautes ont fait depuis tout à l'heure 6000 km. Ils sont passés au-dessus de Paris ce matin. Il est temps maintenant de vous les présenter peut-être un peu plus. Le commandant de la Station Spatiale Internationale, c'est Sonita Williams, une astronaute américaine d'origine indienne. Elle est accompagnée de Aki Yoshide, un astronaute japonais, et de Yuri Valenchenko, cosmonaute russe. Ils ont eu la gentillesse de prendre 5 minutes de leur temps ce matin pour m'envoyer une photo pour vous saluer depuis la Station Spatiale Internationale. Alors je me joins à eux pour vous remercier de votre attention. J'espère avoir un jour l'occasion de donner un talk TEDx en direct depuis l'ISS. C'est tout à fait possible, ça me ferait très plaisir. Mais surtout, j'espère vous avoir convaincu qu'il faut croire en l'exploration spatiale, qu'elle est bénéfique, qu'elle permet de se dépasser et de rêver un peu au-delà de son échelle individuelle. Et ça, l'homme en a bien besoin. Merci beaucoup. Donc voilà. J'espère que ce documentaire vous a intéressé. Oui, c'était intéressant. Donc ça, c'est votre avenir. Hein. Moi, je mets votre âge, on parlait du Sputnik. Le nom du groupe, une boule avec 4 antennes qui tournaient autour de la Terre, qui faisait des bip. On nous disait ça à la radio. Je lisais Tintin. Et disait Thomas liaison simple, à l'époque, une envoyait liaison pas haut. encore, hein, c'était d'imaginaire, c'était comme pour vous actuellement du Star Wars, nous c'était Tintin qui allait dans la Lune, c'était quelque chose de merveilleux. Et je sais aussi que Thomas Pesquet, il racontait que quand il était tout petit, il était passionné par l'espace. Et son papa, il récupérait des caisses en carton, il découpait, puis il fabriquait des vaisseaux spatiaux. Et donc il s'amusait dans ces caisses en carton à simuler des vols. C'est une passion qu'il a attrapée tout petit et qui l'a conduit maintenant à être un spationaute. Et d'avoir comme je le disais tout à l'heure, regardez bien, liaison simple, C, la planète Mars. liaison double, Voilà. O, liaison simple, H. On est un petit peu en avance, mais c'est pas grave. Ça navigue. Je vais continuer le programme tel qu'il est prévu. Je vais demander à monsieur Olivier Reich de prendre la parole. Et la molécule, elle ne se terminera pas par ol, mais elle se terminera par le suffixe al. Al. Quelle aventure les amis, une aventure vraiment formidable qui a commencé il y a plus d'1 an déjà. Alors quand Jackie est venu me voir au service de la ville de Thionville, tout de suite on a voulu les accompagner dans ce magnifique projet parce que ça correspondait parfaitement à ce qu'on voulait pour la jeunesse sur Thionville. Et ça correspond tout à fait à notre politique jeunesse. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est un des axes de travail. On souhaite bien faire découvrir aux jeunes de nouveaux horizons. Et pour la science, leur faire comprendre aussi
que ce n'est pas seulement des livres sur un papier, mais que la science, elle a des applications pratiques, elle a des applications sympas, et avoir cette prise de conscience et aussi permettre aux jeunes eh bien, de découvrir, de rentrer dans le rêve, de rentrer dans l'imaginaire. Thomas en a parlé tout à l'heure, Jackie aussi. C'est ça aussi, l'espace, le contact avec l'espace, c'est cette part de rêve qui vous est offert aujourd'hui. Un magnifique projet avec un gros travail en amont. Un gros travail en amont où les jeunes des terminales du lycée Hélène Boucher eh bien, ont préparé leur licence de radio amateur, ont participé véritablement à la construction de ce projet avec l'équipe éducative, avec l'association des radios amateurs, et qui vont tout à l'heure poser directement des questions à Thomas Pesquet. Et voilà, c'est ce moment que ces jeunes, que l'association, que la ville va nous offrir avec ses différents partenaires. Alors c'est vrai que c'était une opération très complexe. Ah ça, ouais, organisée, très complexe techniquement. On le voit aujourd'hui avec tous les moyens qui sont déployés pour arriver à ce résultat. Complexe aussi dans l'organisation, puisque la date, nous l'avons connue, Jackie, 3 semaines avant. Et c'était même pas encore sûr. Ça a été confirmé que 3 jours avant. Donc vous voyez la complexité pour mobiliser l'ensemble des partenaires sur cet événement. Donc moi aujourd'hui, je voudrais qu'on ait tous conscience du moment extraordinaire qu'on va vivre ensemble. Remercier très sincèrement Jackie Guillaume pour tout le travail qu'il a fait. Vraiment Jackie, merci. Pour le travail qui a été réalisé par tout le bénévole de l'association, remercier le lycée Hélène Boucher, son proviseur, l'équipe éducative, le merveilleux travail qui a été fait par les jeunes tout au long de l'année. Et je crois qu'on peut tous les applaudir aujourd'hui, les remercier pour le moment extraordinaire qu'ils vont nous offrir aujourd'hui. Merci à vous tous. Voilà, merci Olivier. Alors moi je voudrais quand même rajouter un mot, je dirais je suis que le président, parce que le président, il n'a pas toute la technicité que les gens possèdent, qui tournent dans le dos. Et donc je pense à Robert, je pense à Jean-Louis, je pense à Bernard, à Jean-Pierre, à Pierre, et tous les autres radio-amateurs du club qui nous ont aidés de près ou de loin. Et donc c'est grâce à eux, c'est pas grâce à moi finalement. Qu'est-ce que j'ai fait moi dans l'histoire? Je suis le représentant administratif de l'association, mais ceux qui ont bossé, ce sont donc les radio-amateurs du Radio Club de Thionville, et c'est eux que je demande aussi d'applaudir. Alors c'est nos jeunes aussi, parce que passer une licence de radio-amateur, c'est pas évident. C'est du boulot. Alors on a voulu qu'ils la passent, là ils sont en première, la plupart. Il n'y en a pas en terminale, si, ils sont en terminale. Donc, on a préféré leur faire travailler pendant la classe de première, de manière à ce qu'en classe de terminale, comme ils sont préoccupés par le bac, qu'ils n'aient plus ce souci, parce que c'est quand même du haut niveau technique, tout ce qu'ils ont appris. Donc, on peut les applaudir également. Alors, première Oui, on n'a pas fait les cétones. Alors, je rappelle, sur cet écran, on voit la position des jeunes. Alors actuellement, c'est l'Amérique du Sud. Là, il est au-dessus de la Guyane. On peut, donc il y a peut-être des Guyanais, non? J'ai entendu un ou alors quelqu'un du Sud. Oui, il y a des mains qui se lèvent. Alors dans la salle, il y a un public international. Il y a à peu près 16 nationalités. On va parler de Japon, un peu, ouais. japonais, voilà, une main qui se lève. Mexique, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore comme nationalité? Peut-être les États-Unis. Oui, les États-Unis. Ensuite, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Attention, c'est lui qui est plus proche, il va ramasser. La Tunisie, voilà. Voilà. L'Argentine. Le Zimbabwe. Voilà, une main qui se lève.
Voilà, donc j'espère que vous passez un bon séjour en France et que vous allez revenir dans votre pays avec des merveilleux souvenirs. Le nom. Oui, on va peut-être vous passer le micro. Comme je disais, il est 40 et le contact est prévu à 10h52. Donc on a à peu près 12 minutes. Et peut-être que Robert peut mettre une petite vidéo de fond en attendant. Je ne sais pas s'ils veulent se présenter. Et si vous voulez vous présenter. On va présenter les nations représentées. Oui. Du Mexique. Argentine. Mexique. Mexique aussi. Argentine. Zimbabwe. Australie. Argentine. Brésil. Brésil. Les États-Unis. Brésil. États-Unis. Les États-Unis. Il y en a encore que j'ai oublié. Ah, pardon. Bah, je fais le tour, bougez pas, j'arrive. Faut vous mettre à l'honneur quand même. Propane. Inde aussi. Corée du Sud. Du Japon. Corée du Sud. Australie. Voilà, donc j'espère que vous deviendrez un jour radio-amateur et que sur les ondes, eh ben, vous communiquerez avec des jeunes de cette salle, des Français qui eux aussi passeront leur licence de radio-amateur. C'est quelque chose qui est dans vos possibilités. Et donc ça serait vraiment extraordinaire qu'un jour vous vous retrouviez donc parmi les ondes. Voilà, donc l'ISS se trouve, il va quitter donc l'Amérique du Sud et il va survoler l'océan. Alors c'est l'océan Atlantique. Voilà. Est-ce qu'on a des images de l'ISS en direct avec les caméras embarquées? Non, on n'a pas. Non. Voilà, donc le problème, habituellement on arrive à avoir des images en direct du survol de l'ISS, donc on voit les pays, on voit les grands fleuves, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, ils font des travaux à l'extérieur de l'ISS, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement, ils sont obligés de couper certains émetteurs, dont l'émetteur de télévision, donc malheureusement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'aura pas Thomas Pesquet en image. Hein. Voilà. Mais on l'entendra, il n'y a aucun souci, fort et clair, hein. On a fait des essais, il paraît que, enfin, bon, ça devrait être, je sais pas s'il y a un essai micro à faire avant, non, on peut toujours essayer parce que s'il y a un problème de dernière minute, alors, c'est bon, après, oui, donc c'est bon. Donc pour meubler encore, il y a les 9 minutes qui restent. Il y a peut-être des questions, peut-être encore parmi le public. Il y a une main qui se lève. S'il y a un micro qui peut être donné. Vas-y, pose ta question. Combien de temps l'ISS met pour traverser un fuseau horaire? Moi, je sais que c'est du 430 km/h. Oui, 430 km à la minute. Elle est jolie, ça peut-être là-bas, non? Je sais plus. Il y a peut-être des gens qui savent un fuseau horaire combien. 6 minutes pour un fuseau horaire. Voilà, 6 minutes, voilà. 6 minutes. J'ai une colle là. Hein. Pourtant, j'ai potassé. Hein. Les autres questions? Ma Attends, colle je est là. vais derrière là-bas. Une question a été posée. Attends. J'arrive. Plus fort que ma roulette. À quoi sert la mission dans l'espace? Quoi sert la mission dans l'espace? Alors, comme le disait Thomas Pesquet dans le reportage, un tas de choses. La recherche médicale, notamment des nouveaux matériaux, le comportement du corps humain dans le vide. Parce que, comme le disait aussi Thomas, l'avenir de l'humanité, Non, mais ça fait un truc bizarre. C'est de quitter la planète pour aller sur d'autres... explorer d'autres satellites. Nous, ça fait pas ça. Ça le fait, Pour mais juste l'instant, un tout petit peu. on reste dans le De toute système façon, solaire parce que Mars, c'est la plus proche planète qui pourrait éventuellement être habitée. Hein. Tout à l'heure, je parlais de Proxima, donc qui est un soleil, le plus proche soleil
de notre système solaire. Et autour de Proxima, il y aurait, paraît-il, 3 ou 4 planètes qui ressembleraient à peu près à la Terre. Hein. Donc peut-être habitable, où il y a peut-être des gens, on ne sait pas. Enfin, c'est à plus de 4 milliards de kilomètres donc de notre planète. Et qui sait, peut-être qu'un jour on trouvera un procédé pour aller là-haut, on n'en sait rien, ou alors on communiquera grâce aux ondes électromagnétiques. Voilà, donc la conquête spatiale, on a des idées, mais ça peut nous amener aussi à des choses impensables actuellement, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie que l'on possède actuellement. Ah, il y a une autre question, attends, il y a un petit jeune homme ici encore. Oui. La Terre, elle prend combien de temps à tourner pendant une année? Eh ben, la Terre, elle met 365 jours, une fois sur 4, parce qu'une fois sur 4, on rallonge d'une journée, mais c'est 365 jours pour tourner autour du Soleil. Attends, j'ai encore une autre question derrière, là. Mais est-ce que la nourriture, elle est emportée ou elle est déjà dans le vaisseau? Alors, eh ben, justement, la semaine dernière, il y a un vaisseau ravitailleur qui est venu se raccrocher à l'ISS. Donc, périodiquement, on ramène de l'alimentation, de l'eau, du matériel, notamment pour les expériences. Je sais que c'est souvent sous forme déshydratée, parce que cette nourriture doit être conservée plusieurs mois. Mais quelquefois, il y a des produits frais. C'est justement l'occasion, quand il y a un ravitaillement, d'amener des produits frais, des légumes frais. Je sais que aussi du fromage, parce que Thomas Pesquet aime bien le fromage, notamment le comté. Donc, quand il y a il en a fait partager aussi les spationautes, hein, les collègues spationautes. Et donc, voilà comment est ravitaillé le vaisseau. Alors, les déchets, comment sont éliminés les déchets aussi. Eh ben, ils mettent tout ça dans une capsule. Et une fois qu'elle est pleine, elle est renvoyée sur la Terre. Voilà comment ça marche, en gros, le ravitaillement. Ah, j'ai encore d'autres questions ici, on a encore un petit peu le temps, je regarde la position d'ISS. Oui, les 40, on a encore un petit peu le temps. Attends, je passe ici au fond. De toute façon, là on est au-dessus de l'océan. Hein. En combien de temps un robot peut se poser sur Mars? En combien de temps un robot peut se poser sur Mars? Alors il faut déjà 6 mois pour y aller. Après, le satellite, enfin la station va tourner autour de Mars pour repérer son point d'atterrissage. Et ensuite, il y a la descente proprement dite. Je pense que c'est quelques heures cette descente. Mais c'est tout un processus assez complexe. Donc, il faut compter le voyage pour Mars actuellement, c'est 6 mois. Et pour la descente sur la planète, c'est quelques heures. Hein. Mais après avoir tourné autour pendant quelques jours pour faire les repérages, c'est un peu comme la planète, le vaisseau ravitailleur. Le vaisseau ravitailleur, il tourne un moment à côté de la navette, enfin de l'ISS, avant de s'accrocher. Il ne s'accroche pas tout de suite. Il y a des manœuvres très délicates parce qu'il faut savoir que dans l'espace, si vous donnez une petite pichenette, un petit coup sur un objet, il part, il s'éloigne et vous n'arrivez plus à l'attraper. Hein, il continue sa course. C'est d'ailleurs pour ça que les spationautes, quand ils sortent de l'ISS, ils s'accrochent avec des ceintures. Parce que si jamais ils donnent une impulsion, ils peuvent partir dans l'espace, c'est impossible de les rattraper. J'en vais demander une question. J'ai encore une dernière question peut-être. Attends, il y a encore un petit jeune homme là. Oui. Est-ce qu'il y a des bruits près du soleil? Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'entend rien du tout. Il y a des ondes électromagnétiques. Mais nous n'avons pas, à part les yeux captent les ondes électromagnétiques du soleil. Mais nous n'avons pas d'autres organes, nous, humains, capables d'entendre ces ondes électromagnétiques. On les détecte avec des appareils. Voilà, je ne fais pas plus long parce que l'ISS, il va bientôt arriver au-dessus de l'Espagne, hein, d'ici 5 minutes, et ça va aller vite. Hein. Donc les élèves vont se mettre en position. Approchez-vous là. Venez près de mon labo. Tu vas faire un Rasengan avec toi. Venez ici. Vous allez faire juste ça là. Donc tu peux peut-être mettre la vidéo en attendant.
Il y a 2,4 DNPH, c'est un liquide qui est transparent mais qui est jaune. Un jaune et un liquide. Tu veux le micro, Pierre? Marche pas? C'est bon. Bon, il est 10h50. Je vous demanderai s'il vous plaît de vous calmer, de faire silence. J'entends pas, j'entends du silence, je veux du silence s'il vous plaît. Bien. Dans une minute, on va recommencer les contacts. Je vais appeler Thomas Pesquet. Actuellement, je vais changer de micro. Donc, ça c'est la zone que couvre l'ISS pour qu'on puisse se contacter. Nous sommes là. Pour ceux qui peuvent voir, 1 minute et 30 secondes. Donc ça sert à rien que j'appelle maintenant. Et donc, lorsque le trait bleu va toucher la croix qui montre Thionville, je vais appeler Thomas Pesquet. À tour de rôle, les élèves vont parler et je vous demanderai le plus grand silence. Voilà. Donc, il faut un peu de patience. C'est un compte à rebours à Cap Canaveral. Hein. Donc, 1 minute et 5 secondes, 1 minute. Alors, c'est moi qui commence, on avait dit. Hein. Ah bon, on ne change pas les règles du jeu, alors ça va. La croix, je peux faire comme il faut. Et après, je parlerai dans ce micro-là. Alors, suspense, 45 secondes. 40 secondes. 35 secondes. 30 secondes. On disait tout à l'heure la vitesse. Vous voyez à quelle vitesse ça se déplace quand même. Alors actuellement, la station spatiale se déplace. Elle est à 404,2 km. Donc ça, je note un petit peu. Et elle est à une distance de 2352 km, 2317. Ils sont en train de revenir tout doucement. Ici, on peut lire. 2283, ça y est, on peut y aller. Tu fais le théâtre de marionnettes comme ça. Regardez la bouteille, hein. Ah, c'est un des terminales, ça. Regardez la bouteille. Mortel. Ça accroche, il n'y a pas marqué, elle l'a enlevé. CGY, ISS, je vous reçois 5 sur 5, over. Alors, venez sur la Thomas, comment les passagers de l'ISS vous allez prendre la danger, hein. Vous allez prendre de l'acétone. Donc vous laissez Écoute, ici on est à l'heure UTC, donc on se met tous au lit le soir entre 22h et minuit. On se réveille le matin, en fait on simule les lumières du jour avec les lumières artificielles à l'intérieur de l'ISS, over. Bonjour, ici Nathalie. Comment réagit l'horloge biologique face à la disparition du repère jour-nuit, over. Bonjour Nathalie, le repère jour-nuit. On a d'ailleurs des lumières qui s'adaptent dans la source très très brillante, on aura du mal à s'endormir. Donc on essaie de simuler ça de manière artificielle. Over. Et par au-dessus, vous mettez des gouttes au fur et à mesure, vous faites glisser sur les parois la 2,4 DNPH. Gigantesque, c'est l'équivalent de 8 terrains de basket à peu près, la puissance électrique d'une petite ville. Et c'est comme ça qu'on arrive juste, grâce à l'énergie solaire, à être autonome en électricité. On stocke l'électricité pendant la journée dans des batteries, on la restitue pendant la nuit quand on n'est pas éclairé. Over. Bonjour, ici Jonathan. Quand vous transpirez après une séance de sport, comment vous douchez-vous? Over. Quand on transpire, déjà c'est intéressant parce que la sueur reste sur la peau, en fait, ne s'écoule pas évidemment, donc ça crée comme une couche isolante. On essaie de courir près d'une serviette et de s'essuyer. Après la séance de sport, on a des lingettes qu'on humidifie et on se lave avec des lingettes. C'est pas hyper pratique, mais ça lave très bien. Over. Bonjour, ici Mathieu. Pouvez-vous nous montrer un objet en apesanteur? Over. Bonjour Mathieu, avec plaisir, mais je ne sais pas si vous me voyez parce que j'ai pas la caméra de Ham Vidéo qui est réglée, mais en même temps c'est vrai que l'apesanteur ça permet de faire des choses magiques, de faire flotter des bulles de savon ou des choses comme ça. Over. Bonjour, ici Gaëtan. Est-ce que
la micro-pesanteur ressentie lors d'un vol 0G est la même que la pesanteur ressentie dans la station. Over. Gaëtan, oui, c'est exactement la même chose, c'est la même nature physique, c'est de la chute libre en fait, la chute libre à bord d'un avion ou la chute libre autour de la Terre, autour de la Terre dans une station spatiale, c'est exactement la même chose. La grande différence c'est qu'ici ça dure 6 mois, dans un avion les paraboles durent 20-22 secondes. Over. Ici Savinien, est-ce que l'entraînement suffit pour supporter l'accélération subie lors du décollage de la fusée? Over. Oui, ça suffit, c'est vrai qu'on fait beaucoup de sport, on essaie d'être en forme notamment pour ça, mais tu sais, le décollage c'est pas très méchant, on prend 2G, 2-3G horizontaux, le retour ça peut être un peu plus sportif, en rentrée en mode balistique on prend jusqu'à 9, 10, 11G parfois, donc on espère qu'on rentrera en mode normal. Over. Bonjour, ici Yann. Quel avantage la pesanteur vous procure-t-il lors de vos expériences scientifiques? Over. Bonjour, bonne question. Écoute, tout le principe ici, c'est qu'il y a des phénomènes physiques ou biologiques qui sont cachés, masqués sur Terre par la pesanteur, qu'on ne peut pas supprimer sur Terre. Nous, on peut y avoir accès. Un exemple, c'est pour faire des alliages de métaux, plutôt que les métaux se sédimentent en fonction de leur masse volumique, nous, on peut observer finement vraiment comment ils se mélangent entre eux. Pour la biologie, on peut créer des amas de cellules en 3 dimensions, ce qui est un peu similaire à ce qu'il y a dans le corps humain, plutôt que dans un laboratoire où tout se passe dans des boîtes de prêterie qui sont par définition plates. Donc c'est ça le genre d'avantage que la pesanteur nous procure. Over. Bonjour, ici Gaëtan. Comment la station ISS et vous-même êtes affectés par une éruption solaire? Over. Bonjour Gaëtan, écoute, on est protégé par le blindage de l'ISS, mais c'est vrai qu'on prend quand même plus de doses de radiation que les gens qui restent sur Terre. Pour les éruptions solaires normales, on va dire, on voit pas tellement la différence. Les scientifiques nous suivent au sol, on a des détecteurs de radiation. Pour les éruptions très très fortes, on irait se protéger dans les zones les plus protégées de la station, qui sont les endroits où on dort, ou par exemple notre véhicule Soyuz. Over. Ici Nathalie, comment la station est-elle protégée contre le rayonnement cosmique et les vents solaires? Over. Bonjour Nathalie, écoute, c'est une question liée à la précédente. On est protégé par du blindage métallique tout simplement, mais tu sais, la meilleure protection contre les radiations et les rayonnements cosmiques, c'est l'eau. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir avoir de réserve d'eau dans les murs. Ça nous servira en même temps de stockage et de protection. Over. Ici Gaëtan, comment faites-vous pour vous soigner en cas de besoin, maladie, blessure? Over. Bonjour Gaëtan, on avait une formation alors on n'est pas médecin évidemment, et certains d'entre nous étaient médecins dans leur vie d'avant, mais moi je ne le suis pas. Par contre, on a une formation assez poussée en soins d'urgence. Par exemple, on pourrait être amené à procurer tous les soins à un collègue qui serait malade ou qui serait blessé. On espère que ça n'arrivera pas. Si vraiment on a un gros problème, on appellerait le centre de contrôle avec des médecins qui nous aideraient à distance. Et puis si vraiment on a un très gros problème, et ça on croise les doigts, on n'aurait pas d'autre solution que redescendre au sol. Over. Ici Gaëtan, comment fonctionne la centrale inertielle de la station? Over. Gaëtan, écoute, on a des centrales inertielles, dans l'espace, ce dont on se sert le plus, c'est des senseurs infrarouges pour calculer notre inclinaison en fonction du rayonnement infrarouge de la Terre. On a aussi des star trackers qui vont nous permettre en fait, c'est un catalogue de constellations avec une caméra qui nous permet, en fonction de ce qu'elle a dans son champ de vision, de nous dire où on regarde. On a des centrales inertielles laser. On a vraiment beaucoup de systèmes qui nous permettent de contrôler et d'orienter la station spatiale. Over. Ici Jonathan, quelles sont les sensations lors d'une sortie extravéhiculaire? Over. Bonjour Jonathan, écoute, les sensations sont phénoménales. C'est comme être ton propre vaisseau spatial et flotter dans le vide du cosmos. C'est aussi un peu comme de l'escalade en armure parce que tu sais, on reste toujours accroché à la station. Le scaphandre il est métallique, du moins dans certaines parties, il est très difficile à déplacer. Donc c'est à la fois une sensation de légèreté et de liberté infinie et une sensation, comme je te disais, d'escalade en armure. C'est pas la plus agréable du monde. Over. Ici Mathieu, comment est affectée l'oreille interne par le manque de pesanteur? Tournis, mal de l'espace? Écoute Mathieu, c'est souvent au début de la mission, il y a des gens, il y a 25-30% des gens qui sont malades, même des astronautes professionnels. La raison c'est parce que le cerveau reçoit des signaux qui sont contradictoires. L'oreille interne nous dit voilà, vous êtes à l'envers, alors que les yeux disent non, pas du tout, on est à l'endroit. Donc c'est un peu comme le mal des transports. Heureusement moi j'ai eu la chance de ne pas être malade du tout, donc j'en ai profité dès le début. Over. Ici Thomas, peut-il y avoir des conflits entre vous? Si oui, comment les gérez-vous? Over. Bonjour Thomas,
oui, il peut y avoir des conflits entre nous, alors on essaie de faire attention, on essaie tous de travailler en bonne intelligence, mais c'est vrai que si un collègue laisse ses chaussettes sales toujours au même endroit, en face de là où moi je mets mon linge propre, ça peut être un problème. On essaie de beaucoup communiquer, et puis on est sélectionné pour ça. La sélection d'astronautes, elle sert à aussi trouver des gens qui savent travailler en équipe et qui sont patients et qui savent communiquer. Over. Ici Yann, si on vous propose de participer à une mission vers Mars, le feriez-vous? Et si oui, pourquoi? Over. Bonjour Yann, oui, je le ferai avec plaisir. Pourquoi? Parce que les astronautes, moi j'aime bien voir qu'on est un peu explorateur moderne, on a envie d'aller là où personne n'est jamais allé, pas pour recevoir des médailles, mais parce que c'est important, parce que ça permet de répondre à des questions fondamentales, comment la vie apparaît, d'où venons-nous, où est-ce qu'on va, est-ce que la vie pourrait disparaître sur Terre si on ne fait pas attention, tout ça on le saura quand on ira sur Mars. Over. Ici Nathalie, comment ressentez-vous le fait d'être au milieu de l'espace? Over. Bonjour Nathalie, écoute, on le ressent très simplement, on s'y habitue, tu sais, l'être humain rend tout normal pour pouvoir vivre dans un environnement comme ça. Moi c'est devenu mon quotidien, et c'est vrai que maintenant de voir la Terre à 450 km d'altitude, de voir la Lune qui nous suit dans notre vol orbital, et de me déplacer en volant partout dans la station, c'est devenu complètement normal pour moi. Il va falloir que je me réhabitue au contraire à vivre sur Terre quand je rentrerai au mois de juin. Thomas, ici Pierre, restez encore un petit peu avec nous s'il vous plaît. Je voudrais que le public ici présent vous adresse des applaudissements. Over. Fais gaffe, il y a la récolte quand même. Thomas, je pense que vous avez entendu les applaudissements, je ne sais pas, est-ce parce que le public a été plus prompt que votre over? Je te dis juste. Merci à tous, c'était un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ok, est-ce que vous avez entendu les applaudissements? Oui, tout à fait, merci pour ça, ça me fait chaud au cœur, merci. Ok, merci. Tous les radio-amateurs ici présents vous remercient beaucoup, et tous les jeunes qui vous ont parlé ont leur licence de radio. Au revoir et bonne continuation. Merci, bravo, félicitations aux jeunes et bonne journée à tous. Ah bah ça y est, c'est fini. Mais je sais pas, il y a peut-être encore un petit truc hein. De toute façon, ils vont tous revenir là. Voilà. C'est fini. Donc, opération réussie 100%. On va vous passer une petite vidéo qui retrace un petit peu tout ce qu'on a vécu. Ça dure 2 minutes. C'est quoi le délai? C'est vous qui avez le délai. Oui, un petit peu de silence. Donc je disais que tout ce qu'on a vécu est retracé dans une petite vidéo qui dure 2 minutes. C'est une vidéo que je pense vous apprécierez, que nous aussi, ça symbolise un peu tout le travail qu'on a fait. Alors Robert, écoutez bien, regardez bien. Sam from Earth, calling space station. Can you hear me? Sam from Earth, can you hear me? If you want to talk to space, you need a really big antenna. Multi-elemented and made of aluminum. Calling the space station. Can you hear me? This is Sam from Earth, calling the space station. Konnichiwa. こちらはジャパニーズスペースステーションです。もしもし、手で振ってくれてありがとう。聞こえますよ。Voilà, on est sur la fin. Avant de vous libérer, est-ce qu'éventuellement il y aura encore quelques questions? On a tout dit? Non, il y a une question. Ah, des coquelicots, c'est l'école des coquelicots, je crois.
Attends, j'ai là-bas, j'ai à m'en rapprocher. Avant de vous libérer, ça dure encore 1 ou 2 minutes. 11h05, on est en avance. Hein. Ah, il y a peut-être Saint-Pierre aussi, qui a des questions après, non? À votre avis, combien de temps on mettra pour découvrir la vie sur Mars? Eh bien, on cherche. Actuellement, il y a un robot, Curiosity, qui creuse, qui fouine, qui est... Alors, je sais pas où ça en est. Je sais que sur l'astéroïde c'est Philae, donc il y aurait, paraît-il, des embryons de la vie qui auraient été découverts. Peut-être, hein, on n'en est encore pas sûr. Donc, je sais pas, mais c'est imminent, je pense. J'ai encore une autre question ici. Mais est-ce que vous pensez qu'il s'est beaucoup affaibli ou qu'il a perdu son odorat? Alors, je sais qu'avant de monter dans la station ISS, il a eu droit à toute une batterie d'expériences, notamment des prélèvements de tissus musculaires, etc., etc. Donc, quand il va revenir, eh ben, ça va être l'opération inverse. Ils vont comparer donc les échantillons prélevés sur lui. Ils sont en train de terminer, ouais. Donc, par rapport aux échantillons tests qui ont été conservés sur la Terre. Donc, tout ça, c'est pour faire avancer la médecine. Donc, c'est vraiment quelque chose d'utile pour l'avenir de tout le monde. Hein. J'ai encore une autre question. On a encore le temps, Jackie? Oui, c'est bon. Comment? Une autre question encore. Oui. Combien de temps Thomas Pesquet va rester sur Mars? Alors, Thomas Pesquet, il est dans l'ISS. Il a envie d'aller sur Mars, mais je ne sais pas quand. Par contre, il devait descendre le 15 mai. Et ça a été prolongé d'une quinzaine de jours, je crois. Peut-être qu'il y a eu je sais pas, il y a eu quelque chose, des expériences nouvelles. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu son image aujourd'hui. Il y a peut-être eu des choses qui ont été découvertes et puis on a rajouté quelque chose. Et il descendra, je crois que c'est début juin maintenant. Une autre question? C'était pour savoir quel est le sentiment qu'on a quand on est dans l'espace sans aucun bruit et qu'on a la Terre devant nous. Oui, ben je peux pas répondre hein, parce que je pense que ça doit être bizarre, coupé de sa famille, voir la Terre de loin à travers un hublot, vivre confiné à 6 personnes. Il y a certainement des bruits dans la station ISS, il y a des dangers, il y a certainement des événements inattendus qu'il faut gérer. Ouais. Je pense qu'il faut être bien dans sa tête. Hein. C'est un peu comme les gens qui sont dans des sous-marins. Il faut être bien dans sa tête pour vivre donc cette expérience spatiale. Attends, j'ai encore une autre question ici. Oui. En ce moment, c'est les élections présidentielles. Comment a-t-il fait pour voter? Bonne question. Alors, pour voter, je pense qu'il y a des. Alors, il faut savoir que Thomas Pesquet, le matin à 7h30, le soir, je regarde juste s'il a enregistré. Il a des conversations